Bien. Alors aujourd'hui, on va voir les structures de données. Les structures de données, il contient deux parties principales qui sont les structures linéaires, qui contiennent les listes simplement enchaînées, les listes doublement enchaînées, les fils et les piles. Ces trois derniers types ils constituent un cas particulier pour les listes simplement enchaînées. Et après, on va voir les structures non linéaires, c'est-à-dire et en particulier les arbres. On commence avec les listes chaînées. Alors, une liste chaînée, ça représente quoi exactement? Une liste chaînée, c'est une collection d'éléments de même type. Par exemple, ici, ma liste qui s'appelle L, elle contient plusieurs éléments de même type. Le type ici est entier. Et on remarque que chaque élément de la liste, il contient une adresse éloignée de l'autre adresse. C'est-à-dire tous les éléments sont dispersés dans la mémoire. Autrement dit, ils ne sont pas contigus dans la RAM, la mémoire. Au contraire du tableau, un tableau, ces éléments, ils sont contigus dans la mémoire. C'est-à-dire, le premier élément d'indice 0, il se trouve à l'adresse, il commence à l'adresse 200. L'élément 1, il commence à 204. L'élément 2 à 208 et ainsi de suite, jusqu'à le dernier élément. Tous les éléments d'un tableau sont contigus dans la mémoire. C'est-à-dire il suffit de connaître l'adresse du tableau T, le reste des éléments sera accessible à travers T entre crochets l'indice. Pour déclarer un tableau, c'est simple, il faut juste préciser le type, le nom de tableau et entre crochets la taille. Il y a une autre manière de déclarer un tableau, c'est-à-dire je peux ne pas signaler la taille, par contre je peux l'initialiser. Une fois le tableau initialisé, sa taille sera égale au nombre d'éléments qui constituent l'ensemble d'éléments initiaux. Pour déclarer une liste chaînée, ce n'est pas la même chose qu'un tableau. Alors ici, un tableau, quels sont les éléments qui existent? Il y en a la case qui contient l'élément, c'est-à-dire la case mémoire, bien l'espace mémoire. Aussi, il y en a son adresse, c'est-à-dire l'adresse de la case. Et ensuite, il y en a l'indice. Par exemple, ici 0, 1, 2, 3, ce sont des indices. C'est-à-dire, si je vais mettre T0 égale à 5, je peux accéder à la première case. Et je vais modifier son contenu et mettre 5. T2 égale à 7, je vais modifier la case d'indice 2. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il fait pendant l'exécution? Qu'est-ce que je vais faire exactement? Si je vais mettre T2, c'est-à-dire j'ai la première adresse T, et pour retrouver l'adresse de cette deuxième case, c'est facile. Il faut sauter deux autres cases. À partir de 0, c'est-à-dire il faut sauter la case 0 et la case 1. Chacune a là une taille de 4 octets, puisque c'est un entier. Alors 4 plus 4, c'est 8. Donc si j'ai l'adresse de T, c'est 200, automatiquement T2 va aller vers 200 plus 4 et va commencer à 208. C'est-à-dire il va mettre dans l'adresse 208 la valeur 7. Et de la même manière, je peux accéder, par exemple, pour afficher T4. Donc de la même manière, je peux mettre 4 fois 4, c'est 16. C'est-à-dire je vais commencer à partir de 216 pour afficher le contenu de T4. Donc toutes les informations d'un tableau, il suffit de connaître le nom de mon tableau et après cette déclaration, je peux consulter tous les éléments pour les modifier. Alors pour une liste chaînée, ce n'est pas la même chose. Un élément, bien sûr, il doit de la même façon contenir un entier, ici 5, par exemple la première case, elle contient 5, la deuxième case 10, 7 et ainsi de suite. Par contre ici, pas comme les tableaux, les adresses sont dispersées dans la mémoire. Au contraire des tableaux qui sont contigus. Alors ici, si je connais la première case, ou bien le premier élément à travers l'adresse, à travers L, donc il suffit de consulter la valeur de le contenu de cette adresse-là,
et je peux voir 5. Par contre, si je souhaite accéder à l'autre case mémoire, à ce moment-là, ça devient difficile. Pourquoi? Parce que cette case-là, elle se trouve très éloignée de cette case. Donc, je ne vais pas savoir comment y accéder. Alors, c'est pour cela, je dois définir un autre type structuré concernant une liste chaînée. Alors, pour définir ce type-là, il faut savoir exactement quelles sont les informations nécessaires pour définir un élément d'une liste chaînée. Bien sûr, il doit contenir l'information qui concerne son contenu, c'est-à-dire par exemple ici, 7, si je vais faire la comparaison avec mon tableau. Alors, dans le tableau, il y en a les informations indice, qui est ici égal à 2, donc 2 est l'indice de la troisième case, et elle se trouve à l'adresse 208, et son contenu c'est 7. Ici, la case, c'est l'élément. Ici, l'élément, il a l'adresse 2508. Son contenu est 7. Par contre, pour visiter l'élément qui suit, je ne vais pas savoir. Ici, il suffit de mettre, par exemple, T3. Ici, qu'est-ce que je vais mettre? Alors là, dans le type structuré de mon élément, il y en a deux informations. Une information concerne le contenu et une autre information qui va jouer le rôle d'indice. Alors, c'est quoi la différence entre l'indice et cet élément? Cet élément, le deuxième, c'est-à-dire le deuxième bloc de mon élément, c'est une adresse. C'est une adresse, mais adresse de quoi exactement? Parce que mon élément, il a déjà une adresse. Par exemple, ici, mon élément qui est 5, son adresse où il se trouve, c'est 2468. C'est-à-dire, si ma liste, elle s'appelle L, c'est une adresse et elle se trouve à l'adresse 2468. Alors, ici, si je souhaite par exemple comparer avec le tableau, T0 égale à 5. T1, je vais sauter 4 octets pour aller à 204. Ici, dans L, le contenu égale à 5, mais pour aller à l'élément suivant, je ne vais pas savoir comme le tableau ici, il suffit d'aller d'un pas, c'est-à-dire TI plus 1. Si je suis à TI ici, je peux aller à TI plus 1. Ici, normalement, pour que je puisse aller vers la case suivante, il faut que cet élément-là contienne l'adresse où se trouve son suivant. C'est-à-dire, vous constatez bien ici que dans la deuxième partie, je vais mettre l'adresse du suivant. Donc, l'adresse du suivant, c'est ici, c'est 5688. Alors, cet élément, il m'informe sur l'élément suivant. Cet élément-là qui contient 10, il va m'informer sur son suivant et ainsi de suite jusqu'à le dernier élément. Le dernier élément, comme le tableau, parce que sa taille ici est fixe, il n'a pas d'autres éléments parce que la taille est atteinte. C'est ici la taille 5, donc c'est-à-dire 5 moins 1, parce que je commence ici à 0. Alors ici, pour la liste chaînée, il n'y en a pas de suivant. Donc, je vais mettre ici la valeur nulle pour dire que le dernier élément qui contient 12, il n'a pas de suivant. Donc, je vais mettre dans la deuxième partie qui concerne le suivant la valeur nulle. Alors ici, cette partie-là, ou bien ce bloc, il remplace l'indice. Au contraire de l'indice qui indique la case courante, par exemple ici T0 c'est 5, T1 c'est 10. Ici cette information-là, elle me donne l'information sur le suivant et pas sur la case courante.
Parce que ici, la case courante, son adresse, c'est celui-là. Et ainsi de suite. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans un premier temps? Il faut définir mon type structuré. Pour ce faire, mon type structuré, il contient deux parties, le contenu et l'adresse de l'élément suivant, puisque lui aussi c'est un élément. Ou bien je peux utiliser cette deuxième forme de notation. Alors, comme exemple de type structuré, j'ai, par exemple ici pour une liste chaînée d'entiers, je peux mettre type d'abstract élément, la partie de contenu, parce que c'est une liste chaînée d'entiers, donc int contenu, les informations. Et ensuite, le deuxième bloc, il doit m'informer sur l'élément suivant, c'est un pointeur vers le suivant. Ou bien, si je souhaite traiter une liste chaînée de points géométriques, je peux mettre cette définition-là, c'est-à-dire ici les informations d'un point, l'abscisse et l'ordonnée, et aussi le deuxième bloc qui concerne l'adresse de l'élément suivant. Ou bien, une autre manière de représenter, je peux créer un point géométrique, un type structuré, abscisse ordonnée, et après je peux utiliser dans mon type structuré qui va représenter la liste chaînée, je peux mettre point P, parce que mon point ici il est déjà défini, et je peux faire l'enchaînement des différents éléments à travers l'information qui concerne l'adresse du suivant. Et la même chose pour une type structuré ou bien une liste chaînée qui contient une liste de personnes. Je peux faire soit cette manière de représentation ou bien celle-là. Normalement, cette deuxième proposition, elle est facile à maintenir, elle est facile à interpréter, elle est facile donc à faire évoluer. Alors, il suffit de juste faire un exemple comment traiter un type structuré, par exemple ici pour une liste chaînée d'entiers. Donc je vais faire juste une démonstration pour montrer les différentes informations qui existent dans une liste chaînée. Alors il faut tout d'abord définir mon type structuré, type def, et ensuite je vais mettre par exemple l'élément. Si ma liste chaînée contient des entiers, c'est-à-dire c'est une liste chaînée d'entiers, je vais mettre int contenu par exemple. Ça c'est le premier bloc. Le deuxième bloc, c'est une adresse vers un élément. C'est une adresse d'un élément. C'est un pointeur. Je vais le nommer suivant. Pour utiliser cette structure-là, il suffit de mettre par exemple élément. Je peux mettre lm, ou bien je vais mettre son pointeur dans un premier temps. Donc ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai réservé, dans cette déclaration-là, j'ai réservé une case mémoire pour stocker un élément et qui contient deux blocs. 4 octets par un entier et 4 autres octets pour stocker l'adresse. Donc ici, dans cette ligne-là, j'ai réservé 8 octets. Ou bien, je peux utiliser un pointeur vers un élément. Donc ici, je n'ai pas réservé de l'espace mémoire. J'ai tout simplement dit comme quoi j'ai un pointeur vers un élément. Pour utiliser cette variable-là, il faut mettre élément malloc, c'est-à-dire je vais allouer l'espace mémoire de manière dynamique. Malloc size of element. Cette instruction, qu'est-ce qu'elle va faire exactement? Cette fonction, elle va réserver l'espace mémoire suffisant pour stocker un entier. Cette zone mémoire, elle a comme taille 4 plus 4, c'est-à-dire 8 octets. Et en fin de compte, elle retourne quoi? L'adresse du premier octet de cette zone. Cette adresse-là sera convertie, si je force la conversion, sera convertie pour dire que
il représente l'adresse d'un élément. Et je stocke cette adresse-là, retournée par cette instruction, je le stocke dans LM. Parce que LM, c'est un pointeur vers une adresse et il ne peut contenir que une adresse d'un élément. Alors ça, jusqu'à maintenant, j'ai réservé l'espace mémoire pour stocker les informations d'un élément. Maintenant, je peux mettre LM flèche contenu égale. Si je souhaite respecter par exemple ça, je vais mettre 10. Alors ici égal à 10. Et je peux mettre LM suivant égal, par exemple dans un premier temps, j'ai pas un suivant. Alors quelles sont les informations qui sont liées à cet élément-là? Je peux afficher quoi? Afficher par exemple plusieurs informations telles que l'adresse du pointeur lui-même, d'accord? C'est-à-dire le résultat de cette instruction. Après, je peux afficher le résultat de cette instruction-là, c'est-à-dire le contenu de LM. Je peux mettre LM qui contient LM, il va contenir l'adresse retournée par malloc pour stocker le contenu le suivant. Et ensuite, je peux mettre l'adresse de LM contenu. Lui aussi, il a une adresse. Et même LM flèche suivant, lui aussi, il a une adresse. Donc, ces informations seront affichées à travers un formatage. Par exemple, ici, je vais mettre ça, et puis ça, pour afficher les différentes informations. Donc, ce formatage pour afficher l'adresse de l'élément, c'est une adresse. Et pour afficher l'adresse retournée par malloc, c'est aussi une adresse. Troisième élément pour afficher le contenu, parce que même pour stocker le contenu, il doit avoir une adresse. Et pour afficher l'adresse de LM suivant, parce que même cette déclaration, elle doit nous permettre d'avoir une adresse. Donc ici, ça va permettre d'afficher les différents éléments d'un élément. Alors, ce sont ces différentes informations. Vous constatez bien que ici, normalement, dans les structures ou bien les types structurés, l'adresse de LM contenu est le même que l'adresse de LM. Donc, c'est ça. Donc, c'est la même valeur. Ça, c'est pour les structures chaînées. Pour les types structurés. Et ici, je suis en train de définir ma liste chaînée d'entiers. Alors, jusqu'à maintenant, nous avons fait quoi? Nous avons créé notre type structuré pour définir une liste chaînée d'entiers. Et j'ai montré comment utiliser ce type structuré. Et par la suite, c'est-à-dire parce qu'il s'agit d'une liste chaînée, je dois choisir un représentant de la liste. Comme le tableau, son représentant normalement c'est T. Ici, je dois dire mon représentant de la liste c'est quoi? Je peux créer un autre pointeur. Par exemple, ici, je vais l'appeler L, liste. Donc, liste va jouer le rôle de ma liste chaînée. Elle peut, par exemple, ici recevoir LM. Donc, ici, liste et LM pointent sur la même zone adresse. Donc, dorénavant, la tête de ma liste, elle s'appelle liste et exactement, elle représente l'élément que j'ai déjà créé. Alors, quelles sont les opérations qui restent à faire? Bien sûr, pour terminer l'exemple, il reste à faire comment insérer ou bien comment afficher le contenu d'une liste. Ensuite, comment insérer, comment supprimer et comment consulter pour modification, bien ainsi de suite. De toute façon, ce sont les consulter un contenu bien recherché. Donc, ce sont les opérations de base sur une liste chaînée.